Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection 100 mots pour. Dirigée par Louis Porcher et Dominique Groux. La collection 100 mots pour est destinée à des publics, spécialisés ou non, qui souhaitent faire le point sur un domaine du savoir ou de la vie quotidienne. Elle traite de thèmes et de sujets diversifiés, à partir de 100 entrées choisies pour leur proximité et leur complémentarité avec l'objet considéré. Déjà paru. Dominique Groux et Louis Porcher, L'altérité, 2003. Fabrice Barthélémy, L'école et les médias, 2004. Fabrice Barthélémy, Dominique Groux et Louis Porcher. L'éducation comparée, 2011. Abréviation. Un nombre de plus en plus grand d'interventions exogènes affecte le lexique français et par extension, la langue elle-même, la rendant plus difficile à apprendre pour un étranger. Il faut reconnaître d'ailleurs que même si l'on est français, et d'un certain âge, on se trouve pareillement perdu devant le surgissement de ces innovations. Le SMS en fait partie, le verlan qui se répand, l'argot qui lui aussi acquiert une sorte de légitimité, les greffes de l'anglais qui prolifèrent toujours davantage. Les abréviations qui se multiplient, d'abord à cause des SMS, opacifient encore cet usage quotidien. Il y a quelques années, une tendance forte et chaque jour plus accentuée à multiplier les abréviations, d'abord à l'oral, s'est installée et l'on voit clairement là l'influence des médias oraux et audiovisuels, qui sont constamment à la poursuite de la moindre seconde et ne témoignent d'aucune timidité à l'égard de la langue. Il n'y a pas lieu de s'en lamenter. C'est l'évolution inéluctable des technologies et de la modernité. Radio et télévision, c'est-à-dire leurs animateurs et journalistes patentés, imposent ainsi l'actu, actualité, la conso, consommation. Il y a même sur France 2 une rubrique conso régulière, les qualifs, qualifications, la diff, différence, la démo, démonstration, la déco, décoration parmi beaucoup d'autres. Tout se passe comme si, aurait dit Bourdieu, les jeunes leaders de l'antenne, qui s'adressent clairement d'ailleurs au public des jeunes, voulaient faire l'économie de quelques syllabes, qui à leurs yeux et à ceux de qui les écoutent, n'ont plus aucune pertinence sémantique puisque selon la formule consacrée, on se comprend très bien sans elles. Nous vivons le temps de la vitesse, de l'accélération même, et tout est bon pour gagner quelques instants, même si par hypothèse il n'y a dans le déroulement des minutes aucune urgence. Et comme on dit justement, le temps c'est de l'argent, celui-ci constituant l'ingrédient le plus recherché de l'existence. De telles pratiques rendent évidemment plus difficile la tâche de ceux qui apprennent la langue française. Ne serait-ce que sur un point. Comment savoir que la forme linguistique correcte est l'actualité par exemple et que l'actu n'est qu'une simplification illégitime ? Comment deviner dans quels contextes sociaux on peut se permettre d'utiliser telle abréviation ? Et dans quels autres elle se trouve rigoureusement proscrite ? Comment apprendre que, à l'écrit, et notamment à l'écrit officiel, il n'est pas de bon ton d'employer une abréviation ? Certes, le phénomène ne date pas d'hier. Cinéma, labo, photo, pour ne pas multiplier les exemples, ce qui serait facile, sont des abréviations qui ont conquis progressivement toute leur légitimité. Sans doute, par conséquent, l'attitude sage consiste à accepter ces abréviations nouvelles et à attendre que l'usage impose celles qui vont devenir des mots de plein exercice. Cela n'enlève rien à la difficulté supplémentaire ainsi proposée aux étrangers qui veulent apprendre le français. Sans doute la sagesse consiste-t-elle à leur présenter simplement une liste de ces abréviations, avec un commentaire strictement pragmatique sur les circonstances dans lesquelles leur usage est tolérable. La rubrique se complexifie encore avec la réduction du nom propre et du prénom à leurs initiales. C'est VGE, Valéry Giscard d'Estaing et surtout PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, qui font partie des premiers de cette liste. Mais l'usage s'en est tellement répandu que récemment, un joueur de tennis français de toute petite renommée, Paul-Henri Mathieu, en a été qualifié par toute la presse, PHM. On admettra ici, mais surtout par commodité, que ces formes langagières-là sont moins indispensables pour les apprenants que ne l'étaient celles dont nous avons parlé précédemment. LP. Actionnel. L'histoire du FLE est marquée par une succession de méthodologies ou d'approches méthodologiques, dominantes, sur des périodes plus ou moins longues. Ce fut le cas, schématiquement, d'une méthodologie dite naturelle, entre les années 1840 et 1880, directe entre 1900 et 1920,
active, entre les années 20 et 30, audio-oral, MAO, audiovisuel, MAV, puis structuro-global audiovisuel, SGAV, de 1940 à la fin des années 70. À cette période, domine un courant méthodologique communicatif, jusqu'au début des années 2000. C'est actuellement une méthodologie actionnelle, qui s'impose dans le champ du FLE. Cette approche actionnelle est directement induite par les travaux du Conseil de l'Europe, et en particulier la publication du Cadre européen commun de référence pour les langues, CCRL, en 2001. On parle de perspective ou d'approche actionnelle, car l'usager et l'apprenant d'une langue sont considérés avant tout comme des acteurs sociaux qui ont à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières, dans des circonstances et un environnement donné, celui des études, du travail, etc., à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. On appelle tâche toute action intentionnée qu'un individu juge nécessaire pour obtenir un résultat concret à propos de la résolution d'un problème, de l'accomplissement d'une obligation ou de l'atteinte d'un objectif, CCRL. Ainsi, il y a tâche, et non exercice, quand l'action, fruit d'un sujet, ou de plusieurs, lui fait mobiliser les compétences, les capacités, les ressources dont il dispose pour parvenir à un résultat déterminé. Alors que les approches communicatives mettaient l'accent sur la communication, grâce notamment aux actes de parole, se présenter, saluer, exprimer un désaccord, indiquer son chemin, se réalisant dans des activités langagières, celles-ci s'inscrivent dorénavant à l'intérieur d'actions en contexte social qui, seules, donnent à ces actes de parole leur pleine signification. Les compétences générales individuelles du sujet apprenant reposent notamment sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu'il possède, ainsi que sur ses savoirs-apprendre. Autrement dit, la principale différence de cette approche avec les précédentes est de considérer la langue comme le moyen d'une action sociale, mais la communication, objectif précédent, n'est alors qu'un moyen pour réaliser cette tâche sociale. La nature des tâches peut être extrêmement variée et exiger plus ou moins d'activité langagière, précisent les auteurs du cadre, CCRL 2001, page 121. L'action et l'interaction visent à la réalisation d'un résultat, et c'est bien au cours de celle-ci que l'apprenant est en contact avec des documents, oraux ou écrits authentiques, avec d'autres acteurs sociaux, qu'il pratique et apprend. Ce cadre est un bel outil, qui aujourd'hui dépasse les frontières même qu'il s'était fixées, se doter d'outils communs pour faciliter les mobilités dans le contexte européen, pour s'ériger comme référence incontournable dans le monde entier. Il est clair qu'actuellement, il n'y a guère d'espace pour un discours différent, dans la réflexion didactique, la production d'outils pédagogiques, etc. Quel sens, quelle valeur accorder à ce cadre européen lorsque l'on apprend le français en Chine, au Pakistan ou dans l'océan Indien? Il faudra donc se garder, comme semblent le penser les nouveaux spécialistes de la dite approche, qu'elle constitue la seule et unique voie possible pour un enseignement-apprentissage de notre langue. C'est au sujet apprenant qu'il faut s'intéresser, dont on sait que nul n'apprend à sa place, et dont les singularités, les spécificités, les capitaux dont il dispose font qu'il ne ressemble en rien à un autre sujet apprenant, que ces manières d'apprendre imposent des manières d'enseigner qui les considèrent. Négliger ces capitaux, les évacuer, constitue un aveuglement didactique. FB. Alliance française. Consacrer une entrée à cet organisme de formation plutôt qu'aux autres opérateurs de promotion et de diffusion de notre langue culture est une option assumée. C'est que d'une part, l'Alliance française créée en 1883 est implantée sur l'ensemble de la planète avec plus de 1100 entités qui se distinguent par leur statut. Juridiquement, les alliances sont de la nationalité du pays dans lequel elles sont implantées, des associations culturelles de droit local à but non lucratif, sur le modèle régi par la loi de 1901. Elles tirent leur force de cette structure juridique particulière qui implique un véritable travail de partenariat et de coopération. C'est une formule qui fonctionne bien, même si certains comités corrompus contre lesquels les directeurs ne peuvent pas toujours vraiment lutter sont indignes, il se crée plus d'alliances qu'il n'en meurt. La plus célèbre d'entre elles, l'Alliance de Paris, située boulevard Raspail, forte d'un centre de ressources multimédia remarquable, enregistre plus de 10 000 étudiants tous les ans, également motivés par la possibilité de découvrir la capitale, et propose notamment des stages d'été linguistiques et pédagogiques à destination des formateurs. D'autre part, ces alliances offrent des lieux potentiels de stage pour les étudiants de nos filières universitaires et des possibilités d'emploi,
même si, soyons réalistes, les rémunérations offertes le plus souvent à l'heure et calquées sur les salaires locaux permettent rarement pour un Français expatrié et selon le pays, de vivre décemment avec un minimum de couverture sociale. Enfin, au niveau international, les alliances sont un des moteurs de la francophonie avec les lycées français. D'ailleurs, dans de nombreux pays où nous nous retirons progressivement, c'est sur ces deux institutions que reposera toute notre action extérieure. Elles constituent un élément majeur de l'ensemble culturel à l'étranger, enjeu d'influence politique, complémentaire des dispositifs composés par les centres et instituts. Avec l'aide de l'État, l'Alliance a développé considérablement son réseau en Amérique latine entre 1950 et 1970 sous l'égide de celle de Paris. Couvrant quelques 150 pays, l'Alliance est l'opérateur principal de notre présence linguistico-culturelle en Amérique du Sud par exemple. On assiste actuellement à un dynamisme frappant dans les pays de l'Est européen, et c'est aujourd'hui en direction de nouveaux marchés prometteurs que se tourne l'AF, Russie, Chine, Turquie, etc. Près de 300 d'entre elles bénéficient du soutien financier de l'État sur les 5 continents. Outre des subventions, ordinaires et exceptionnelles, elles disposent parfois, lorsque leur structure le justifie, d'un directeur français qui peut être rémunéré par les affaires étrangères. C'est au total environ 250 détachés budgétaires qui œuvrent dans ce réseau, qui comptait, au début du millénaire, près de 350 000 étudiants. L'implantation géographique de ces structures, les personnels qui les composent, les matériels utilisés, méthodes, outils, supports, constituent leur identité. Leur objectif commun est double: vendre des biens culturels et de l'enseignement. Elles se démarquaient autrefois de leurs concurrentes en offrant une palette d'examens, balayée aujourd'hui par ceux du CIEP. Il est à noter que les candidats au DEFLE, qui n'a pas de reconnaissance nationale, qui permet davantage de travailler en alliance et se prépare avec une formation en présentiel ou à distance via le CNED, sont de plus en plus nombreux. FB. Altérité. L'altérité est devenue un concept majeur, même galvaudé, en éducation. Encore plus qu'ailleurs, il a sa légitimité dans notre champ puisque l'apprentissage d'une langue étrangère par définition implique la rencontre avec l'autre, avec l'étranger. L'enseignement-apprentissage de langues étrangères coïncide en effet, schématiquement, au développement et à la multiplication des échanges, des communications, des rencontres physiques et virtuelles, au niveau de ce désormais village global qui est une réalité mise en perspective par M. McLuhan, notamment dans son extraordinaire ouvrage pour comprendre les médias, Nameseuil 1977. Or, à travers ces circulations, ces échanges, ces transpositions, les individus sont de plus en plus mis en position de comprendre que leurs habitus culturels, inculqués par la famille, la société ne sont pas universels, mais singuliers. Ces échanges et partenariats participent donc d'un processus de décentration qui s'inscrit pleinement dans des objectifs inhérents à une éducation en lutte contre l'ethnocentrisme et l'égocentrisme, où son propre point de vue est le meilleur, voire le seul possible. Et ce, afin de favoriser sa propre connaissance à travers la rencontre de l'autre. En d'autres termes, pour connaître l'autre, il est important de comprendre que l'on est soi-même un étranger pour lui. Par ces confrontations, l'individu, enfant ou adulte, peut acquérir une souplesse intellectuelle et le sens d'un certain relativisme culturel. Les mobilités, les échanges, de toute nature, sont donc des composantes essentielles à la construction d'une éducation à l'altérité. Sur le plan culturel, elle permet aussi un indéniable enrichissement de l'individu par une réflexion sur les codes culturels, les morales et l'éthique, nécessaires à une prise en compte de la diversité culturelle et à sa reconnaissance, précise Desgroux et L. Porcher, L'altérité Harmattan 2003. Apprendre une langue étrangère n'est plus, dans de telles conditions, perçu comme un vain investissement. La langue n'est plus considérée comme un code artificiel, elle est vécue comme un passage obligé pour parvenir à une communication avec des locuteurs étrangers dans leur pays, ou chez nous. Utopie, diront certains, tant il est vrai que cette inclination n'est pas naturelle. Cette propension n'est pas innée et se construit, donc s'enseigne, ce qui stipule une formation des enseignants adéquate. Pour permettre que s'exerce la liberté humaine, caractérisée en premier lieu par une conscience de soi, et donc de sa responsabilité, encore faut-il admettre que tout individu est un sujet qui n'existe pas sans la présence des autres, faisant ainsi de Sartre, selon L. Porcher,
le père spirituel de l'interculturel, c'est-à-dire du rapport réciproque à l'étranger. Dans le souci de ne pas se laisser aspirer, dominé par le grand carnaval médiatique quotidien, cette éducation pour laquelle plaide l'auteur autoriserait aussi une prise de conscience de notre propre nature. L'altérité tient une place de plus en plus grande à l'école, car les classes ne sont plus cette masse uniforme et relativement homogène d'élèves sélectionnés à qui l'on ne demandait que de faire leur métier. Ces élèves, différents les uns des autres, qui plus est, quand leurs cultures d'origine sont éloignées de la nôtre, apportent avec eux des capitaux culturels singuliers, des habitus et des héritages qui les définissent comme des individus uniques, différents les uns des autres. Cela suppose que chacun des partenaires soit assuré de sa propre identité, identité est entendue ici comme une identité construite, selon une logique d'ouverture et non de fermeture, qu'il en ait conscience d'abord et qu'il l'assume ensuite. M. Abdallah Pressey et El Porcher. Éducation et communication interculturelle, PUF, 1996, page 7. FB. Apprenant. Avec ce terme, l'accent est mis davantage sur le rôle actif de l'individu engagé dans un processus d'enseignement-apprentissage. Contrairement à une vision archaïque qui consiste à percevoir l'élève comme une page blanche, vierge, qu'un enseignant omniscient abreuve de ses savoirs, l'option privilégiée dans les méthodologies contemporaines consiste à concevoir l'apprenant comme l'acteur principal de la pièce qui se joue en classe de langue. Car c'est bien lui, et personne d'autre à sa place, qui apprend, et c'est encore lui qui de plus en plus fixe les objectifs de ses apprentissages, les modalités et l'organisation de son déroulement, la nature des activités destinées à l'acquisition des compétences visées, des paliers d'évaluation à franchir, etc. Il est vrai cependant que dans les situations les plus courantes des classes de collège ou de lycée, c'est à l'enseignant de langue que reviennent encore ces prises de décision. Il est aussi exact que les réalités économiques, les contraintes éditoriales, avec la production de manuels universalistes ciblés par tranche d'âge, en fonction de besoins supposés de groupes spécifiques d'apprenants, vont à l'encontre de ce modèle. L'apprenant est de plus en plus considéré comme une personne impliquée, motivée, un acteur qui participe à son apprentissage et élabore des stratégies dans un objectif d'autonomie. En tant qu'acteur, il est donc nécessaire qu'il ait compris ce que l'on attend de sa part, quel est son rôle, et réciproquement quel est celui que joue l'enseignant. C'est en ayant explicité en quoi consiste son rôle que l'apprenant pourra pleinement s'y consacrer, que les engagements réciproques pourront être tenus, notion de contrat d'enseignement-apprentissage. Il est l'instrument de son propre apprentissage et l'enseignant est l'autre instrument qui, combiné avec le premier, permet un apprentissage accompli. Résume El Porcher, l'éducation comparée. Pour aujourd'hui et pour demain. L'Harmattan 2009. Louis Porcher distingue les perfectionnistes de ceux qui prennent des risques et élaborent chacun des stratégies d'apprentissage différentes. Pour schématiser, les preneurs de risques n'ont pas d'angoisse et n'hésiteraient donc pas à prendre la parole, quelquefois même s'ils ont conscience de leurs incorrections ou imperfections linguistiques. Aussi, leur capacité à communiquer, bien que lacunaire, partielle et perfectible, s'améliorera-t-elle au fil de leurs essais. Les autres se décident à franchir le pas dès lors qu'ils pensent ou estiment disposer des bagages nécessaires pour le faire. Pour reprendre l'exemple de l'expression orale en langue étrangère, ceux-ci attendront donc de maîtriser des structures lexicales, grammaticales ou sémantiques suffisantes pour émettre leur énoncé. Pas question de porter un jugement de valeur sur l'attitude de l'un ou de l'autre, note l'auteur. Le fait important réside dans la connaissance que doit avoir le formateur de ses publics, de manière à faire prendre conscience aux uns comme aux autres des stratégies qui sont les leurs et de les exploiter afin de s'adapter, de favoriser l'apprentissage et la progression en s'arc-boutant sur ces caractéristiques. Car ce qui caractérise ces apprenants, ce sont bien leurs habitus, P. Bourdieu, à travers lesquels sont filtrés et digérés tous les enseignements. L'enseignement de Théol qui, pour faire court, démontra que les cultures étaient à l'origine des manières de faire différentes, manières d'organiser les débats, le travail, de découper le temps, l'espace, ne doit pas être oublié. Alors qu'ils étaient confrontés à une même tâche à réaliser, les stratégies de travail mises en œuvre par les uns étaient incomprises par les autres. Au final, tous arrivaient au même résultat dans les mêmes délais et avec les mêmes contraintes. C'est dire qu'il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne manière d'organiser le travail,
et que ce point devrait être pris en compte dans les formations linguistiques où les manières d'apprendre diffèrent d'une culture à une autre, d'un individu à un autre. FB. Apprendre à apprendre. Ce concept central dans l'éducation en général, et naturellement donc dans l'enseignement-apprentissage du français langue étrangère, est devenu un slogan fourre-tout, mis à toutes les sauces didactiques ou pédagogiques, sans que personne ne sache vraiment plus ce qu'il recouvre. C'est en partie parce que les deux verbes accolés portent à confusion, le premier signifiant enseigner. Pourquoi enseigner à apprendre ? D'une part, parce que cette compétence n'est pas innée. Tous les enfants entrant à l'école ne possèdent pas les mêmes capitaux. Si elle est déjà acquise pour ceux qui bénéficient d'un environnement favorable, d'autres s'en trouvent démunis et partent donc dans cette aventure, parcours du combattant, avec un handicap majeur sur les premiers. À quoi bon suivre des enseignements lorsque l'on est effectivement dans l'impossibilité de les recevoir, c'est-à-dire lorsque l'on est dépourvu des outils intellectuels et conceptuels adéquats. C'est devenu une banalité que d'insister sur le fait que seul l'apprenant apprend. Personne d'autre ne le fait à sa place, et cette opération est désormais nécessaire, tout au long d'une vie où il est capital de pouvoir continuer à se former. Le travail de l'enseignant consiste en somme, à aider les apprenants à apprendre, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de l'école, mais aussi pour qu'ils soient en mesure de le faire également hors de ses murs. Dans cette configuration, les fonctions des enseignants ne peuvent qu'évoluer et leurs compétences se définir. Selon Louis Porcher, ils devront être capables d'aider l'apprenant à identifier ses besoins, objectifs et ressentis, en fonction de ses caractéristiques. Ils devront pouvoir lui fournir des outils d'auto-évaluation, mais aussi l'évaluer. Concept intimement lié à celui d'analyse des besoins, subjectifs et objectifs, est riche, et l'évaluation apparaît clairement comme un axe important du travail à mener. Ils devront être en mesure de négocier plutôt que d'imposer, les objectifs et les moyens de les atteindre, et d'assurer, tout au long du parcours, un suivi de la démarche d'apprentissage. Dans cette optique, les avantages que procurent les médias sont indéniables. Constants, les voix enregistrées ne varient pas au fil des écoutes, disponibles, leur utilisation est fonction des créneaux horaires et des rythmes que choisissent les apprenants, juxtaposant texte, son et images, fixes ou mobiles, ils ne portent aucun jugement. C'est pourquoi ils accompagnent aussi bien les auto-apprentissages. Il ne s'agit pas, ou plus, d'un parcours solitaire de longue haleine, mais plutôt de possibilités offertes aux individus pour des formations en alternance avec des enseignements traditionnels, qui viseront alors à parfaire, asseoir, concrétiser une appréhension diffuse, ou bien encore à valider des compétences structurées. Dans ce cas de figure, c'est l'apprenant qui fixe lui-même ses objectifs et choisit les outils, supports qui lui conviennent le mieux. Ce n'est pas un hasard si se multiplient les centres dits d'auto-apprentissage ou d'apprentissage autodirigé, en dehors et au sein même des structures d'enseignement traditionnelles, et si le rôle d'enseignant tend davantage vers celui de médiateur, d'accompagnateur, de conseiller, de tuteur. FB. Audiovisuel. Pourquoi consacrer une entrée à un terme qui, en didactique du FLES, pourrait paraître désuet aux yeux de certains ? C'est que ces méthodologies ont constitué une véritable évolution dans l'enseignement des langues. Seuls, les nostalgiques de la pierre taillée nieront que l'audiovisuel fut une révolution pédagogique. Résumé Porcher 1. Les médias connaîtront alors, avec principalement le magnétophone, un rôle prédominant, et les principes qui sous-tendaient ces approches restent encore en grande partie d'actualité pour l'enseignement-apprentissage du FLE. Intégration forte des outils audiovisuels et présence de documents non didactiques, également appelés matériaux sociaux ou documents authentiques. Priorité à l'oral, sans recours systématique à la traduction. Tolérance d'une grammaire implicite avec développement du jeu et de l'intuitif. Volonté de communication pratique avec des énoncés moins stéréotypés, une parole plus proche des réalités sociales. Rien d'étonnant dès lors, si très vite la flamme naissante de l'audiovisuel devint brasier et son incandescence emporta quelques jeunes et talentueux pédagogues, dévorés par la passion, aux cris effarouchés, habituels des douairières et des bigots de la tradition,
rappelle L. Porcher Ibidem page 16. Inspiré des méthodes mises en place par Bloomfield pour former rapidement les soldats américains, la méthodologie audio-orale, MAO, entre 1930 et 1960, s'inspire de la psychologie behavioriste et du structuralisme linguistique, analyse distributionnelle qui permet la transformation de structures et ou la substitution d'unités qui les composent. De nombreux exercices structuraux y sont proposés, que permet l'avènement des laboratoires de langue, notamment, qui connurent un grand succès dans les départements universitaires. Pas de fluctuation dans les accents, de gorge enrouée ou de saute d'humeur grâce au magnétophone, le laboratoire n'étant qu'une version élaborée de celui-ci où en son sein, les étudiants peuvent entendre, s'enregistrer puis s'écouter, afin de vérifier l'écart de prononciation entre l'énoncé d'origine et leur production. Disparu des établissements scolaires du secondaire, il fonctionne encore allègrement dans les universités françaises et étrangères. Mais l'équipement, lourd que nécessitaient ces méthodes était souvent trop contraignant, constitué d'un magnétophone et de ses bandes, d'un écran sur lequel étaient projetées des images fixes puis mobiles, desquelles l'enseignant pouvait extraire des éléments pointés par une flèche lumineuse, d'un tableau de feutre et de figurines qui servait le plus souvent à suggérer, inciter ou reproduire visuellement des répliques de dialogue. Nombreux sont ceux qui les ont critiqués, en leur reprochant notamment de priver formateurs et apprenants de liberté. Leur structure au parcours trop balisé n'autorisait effectivement guère la créativité. Le matériel du maître de la méthode de vive voix se déclinait sur près de 1000 pages, auquel s'ajoutait le matériel de l'élève, plus de 200 pages, 52 bandes magnétiques et 43 films d'images fixes. La critique est facile. Il n'empêche que les concepteurs de ces manuels étaient entrés pleinement dans la modernité, intégrant de manière optimale les médias, dont le magnétophone constitua l'emblème dans l'enseignement du français. Entre parenthèses, de nombreux sites internet dédiés à l'apprentissage du français, des CD-ROM ou logiciels, qui proposent des exercices structuraux ou des systèmes de comparaison graphique de production et d'énoncés oraux, se situent pleinement dans cette approche, sans que leurs utilisateurs s'en soucient, s'en émeuvent ou le sachent. FB AUTOAPPRENTISSAGE. Apprendre à apprendre est devenu un slogan fourre-tout, mais cela n'en reste pas moins un concept majeur de l'éducation, et a fortiori donc, dans le champ de la didactologie des langues cultures. Tout apprentissage est en effet un auto-apprentissage, dans la mesure où seul l'apprenant apprend, l'enseignant qui l'aide dans cet objectif, ne pouvant pas le faire à sa place, s'y substituer. Il n'y a pas, en d'autres termes, d'apprentissage sans participation active de l'apprenant, G. Langouette. Or, les parcours d'apprentissage, d'auto-apprentissage, empruntent des chemins multiples et ne sont plus cantonnés au père, à la famille ou à l'école. De nombreux savoirs et compétences peuvent aujourd'hui transiter par d'autres canaux de transmission, comme les médias, dont on sait la place qu'ils occupent dans nos quotidiens respectifs, et plus encore dans ceux des générations à venir. On peut donc résolument apprendre le français comme langue étrangère. La démonstration vaut pour les autres langues, en dehors d'un enseignement classique, institutionnel. Les possibilités qu'offrent les médias en matière d'auto-apprentissage sont désormais évidentes et le recours à un enseignement traditionnel, en continu, n'est plus nécessaire dans certains cas. Avec des espérances utilitaristes à court terme, les apprenants de langue, auront de moins en moins de temps à perdre. Se rendre dans des lieux de formation éloignés, subir des contraintes temporelles régulières incompatibles avec leurs emplois du temps, etc. Désormais, grâce aux médias, des moyens d'apprentissage individuels se multiplient permettant d'augmenter la liberté des usagers, qu'elle soit temporelle, matérielle ou géographique. Source d'apprentissage qui obéit au principe du fractionnement et du choix, dans la fréquentation, dans les objectifs ou encore dans les moyens de les atteindre, les médias qui agissent sur le mode de la séduction, de l'interactivité et du ludisme, ne sont pas contraignants, permettent diversité et souplesse, et ne portent pas de jugement. Les usagers des organismes de formation en langue ont bien intégré cette nouvelle donne et naviguent, de plus en plus, entre apprentissage en institution et auto-apprentissage. Un tel pourra seul travailler avec des outils multimédia pour se familiariser avec des rudiments de la langue cible, avant de trouver en institution un relais validant ses premiers acquis puis poursuivre à nouveau, seul, son apprentissage. Enseigner revient à aider les élèves à se doter d'outils intellectuels, conceptuels,
mais aussi de capacités techniques qui leur permettront d'apprendre dans les institutions d'enseignement, mais aussi en dehors d'elles, et tout au long d'une vie désormais rythmée par les mobilités, les changements, c'est-à-dire des capacités transférables, car à n'en pas douter, qu'ils le veuillent ou non, ils seront amenés à être des professionnels de l'apprentissage, explique El Porcher. Le cas de l'apprentissage des langues étrangères ne fait pas exception à cette règle. En cela, les enseignants ont encore de beaux jours devant eux, mais devront composer, de plus en plus avec des auto-apprenants profitant des faiblesses du système traditionnel d'enseignement, et des avantages des outils de communication et d'information éducatifs. Dans de telles circonstances, il est inévitable que l'auto-apprentissage, même en milieu institutionnel, soit voué à se développer. FB. Autonomie. L'autonomie, concept majeur dans l'éducation en général, s'est légitimement imposé dans le champ de l'enseignement du français langue étrangère. Le postulat qui le sous-tend est celui de l'activité de l'apprenant, à la place de qui personne d'autre n'apprend. Le Centre de recherche et d'application pour l'enseignement des langues, CRAPEL, Université de Nancy, a été le premier à travailler sur ces bases pour l'enseignement de l'anglais puis du français, en laissant à l'apprenant toute sa liberté pour définir ses objectifs, ses besoins et construire une démarche, un parcours d'apprentissage. Dans cette option, l'enseignant a davantage une fonction de guide, de tuteur que dans une situation traditionnelle d'enseignement-apprentissage. C'est pourquoi le CRAPEL parle plutôt d'apprentissage autodirigé que d'autonomie, car celui qui apprend n'est pas seul, il bénéficie d'une aide qui peut orienter, faciliter, rectifier. Un postulat erroné consisterait à considérer qu'apprendre est quelque chose d'inné, de donné à tout le monde. C'est faux bien entendu, et ceci constitue une compétence dont certains ont pu hériter, alors que d'autres pas, ils ne disposent pas des outils intellectuels qui permettent d'apprendre. Ceci s'apprend et donc logiquement s'enseigne aussi. Être autonome reviendrait donc, en FLE, à gérer ses propres apprentissages en langue avec une autonomie totale, autonomisation CRAPEL. Les demandes de formation en FLE évoluent, d'une part sous la pression des freins que constitue la disponibilité des apprenants, les distances à parcourir pour se rendre sur les lieux de formation, les coûts, mais aussi, d'autre part, face au développement vertigineux des technologies de communication et d'information appliquées à l'éducation, qui autorisent des modalités d'enseignement-apprentissage plus individualisées. Le temps que l'on entend consacrer à une formation, qui est comme le stipule le dicton populaire, aussi de l'argent, celui passé dans les transports. À ces paramètres s'ajoutent les représentations des individus vis-à-vis des formations, de leurs besoins, de leurs objectifs. Tout cela concourt à ce que se modifient manifestement aujourd'hui les demandes en FLE. Les centres de langue et les enseignants confrontés à des publics aux revendications utilitaristes, naviguant entre périodes de formation en institution et en autonomie, grâce aux CD, DVD, sites internet, entre autres, doivent modifier leurs approches. Ce n'est pas un hasard si, dans cette configuration, se développent les centres dits d'auto-apprentissage, parfois au sein même de structures d'enseignement classiques où convergent les médias. Par leur biais, de nombreux savoirs et compétences peuvent s'acquérir en dehors d'un apprentissage formel, continu, institutionnel, sur un mode autonome qui correspond davantage à des besoins utilitaristes dans le cas d'une langue étrangère. Les technologies d'information et de communication actuelles permettent que se croisent l'image, le son et le texte sur des supports variés, CE accent aigu des-ROM, vidéo, Internet, qui vont améliorer le domaine non institutionnel de l'enseignement des langues. Leurs avantages sont nombreux. La liberté de l'apprenant, l'individualisation de la progression, le choix des matériaux adaptés aux individus, l'incitation permise à l'auto-évaluation, etc. Ils ont sur ce terrain un bel avenir devant eux. Ce n'est donc pas un hasard non plus si les spécialistes autoproclamés de l'autonomie ou les éditeurs se sont engouffrés dans cette brèche multimédiatique et proposent des formations, des méthodes et du matériel qui n'ont souvent de nouveau, malheureusement, que le support et qui n'apportent pas grand-chose aux apprentissages en autonomie. À ce propos, Louis Porcher fait justement remarquer que la modernité technologique ne se confond nullement avec un enseignement-apprentissage nouveau, l'enseignement des langues étrangères, Hachette 2004. FB. Besoin. Associé à l'adjectif langagier,
Ce concept s'est développé notamment grâce aux travaux de didacticiens tels que Erich Terich ou Descoste. Dans celui-ci se mêlent des notions diverses, motivation, désir, objectif, intérêt, qu'il ne faut pas intervertir ou confondre. 3 niveaux d'interprétation s'y distinguent. Monsieur Martins Baltar, La locution entre langue et usage, 1997, différencie un premier niveau qui est celui des raisons du choix de l'apprentissage. Pourquoi l'apprenant veut-il apprendre notre langue? Ou doit-il, dirait-on dans le cadre des adultes migrants par exemple, dont les nécessités d'insertion rendent cet apprentissage indispensable et évident, et pour lequel les motivations économiques priment. Il s'agit là de comprendre ce que l'apprenant souhaite faire avec la langue, son ustensibilité dirait El Porcher. Ce que l'on a besoin de savoir faire sur le plan langagier, pour être en mesure de réaliser ce qui précède, tel est le deuxième niveau du concept, El Porcher. Interrogation sur le public, sa langue, la formation, Inella numéro 30,1978, pp 4 à 17, page 7. Ceci englobe et dépasse la seule dimension linguistique, dont les compétences strictes constituent le troisième étage de cette fusée besoin, définie par l'articulation entre ces 3 niveaux. Une analyse des 10 besoins est alors indispensable pour construire les priorités, les objectifs d'une formation, définir les moyens de les atteindre et évaluer le degré d'atteinte de ces objectifs. C'est davantage dans le cadre d'un enseignement dit sur objectifs spécifiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.